Calme revienne au Rwanda où les combats ont repris entre Tutsi et Hutus, poussant même le Congo à fermer sa frontière pour empêcher un nouvel exode de Hutus vers Goma. Décidément, rien n'est simple dans la région des Grands Lacs. À Bordeaux, en France, doit s'ouvrir. Soldat pour le gouvernement congolais qui a convié pour l'occasion la presse à un voyage dans l'est du pays. Il s'agit de Maï Maï, ces guerriers qui s'imaginent que la sorcellerie les rend invulnérables aux balles. Fatigués de... Bon, jusque-là, nous ne savons pas. La destination est toujours inconnue. Rassemblés sur le tarmac de l'aéroport de Goma, ces hommes seront envoyés par avion vers Kisangani. Le gouvernement congolais veut en faire les instruments de la reconstruction du pays. On vous demande de changer complètement les mentalités, de vous adapter à de nouvelles mentalités qui veulent qu'on vive heureux. Nous sommes prêts à vous assurer le bien-être social parce que nous estimons que notre pays est assez grand et assez riche pour pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde. Le lendemain, à Rutshuru, à 80 km au nord de Goma, dans la cour d'une caserne, nous assistons au même type de discours et aux mêmes scènes. L'enthousiasme de ces nouvelles recrues n'est pas des plus débordants, alors que les responsables insistent sur le côté spontané de la manifestation. Vous êtes en train de vivre des réalités sur le terrain. Et je vous donne la permission de discuter, de converser, de photographier ces gens vous-même. Et puis la surprise, le chef de ce groupe a juste 15 ans. Alors, il est commandant d'un groupe de 140 personnes. Ils ont gaspillé leur temps dans la brousse et ils devront être donc socialisés et mis à l'école comme tout autre enfant. Et cette socialisation passe par une formation militaire et non, éducative? Ça passe par une formation. Une formation maintenant parce que c'est son choix. S'il y a des problèmes à Kinshasa, vous irez défendre Kinshasa. Dans un pays ruiné, ces jeunes peuvent être un des moteurs de la reconstruction. Mais en voyant ces enfants soldats, on ne peut s'empêcher de penser que le régime pourrait s'en servir comme chair à canon. En Autriche, deuxième journée de la visite. Déclaration de guerre contre la République démocratique du Congo. En sport, En fait, cette image allait contribuer à parfaire une légende. Celle d'un homme né en Argentine, étudiant en médecine, puis se concerte depuis plusieurs jours à Kinshasa, car rien ne va plus. Ni au Kivu, ni au nord-ouest du Rwanda, ni à Brazzaville. Cela fait beaucoup de sujets de préoccupation, et pour les uns et pour les autres, sans compter les problèmes avec l'ONU et les responsables des actions humanitaires qui, menacés d'expulsion, sont aujourd'hui les derniers témoins de massacres dont les organisations internationales ne font plus mystère. Elles étaient sur place. Comment ? Parce qu'on est plus discret que les Nations Unies, c'est un peu ce qui fait la qualité et la raison d'être des organisations non gouvernementales, c'est qu'elles sont sur le terrain pendant que les gouvernements se disputent. C'est vrai que du côté rwandais, il y a eu évidemment la volonté de régler un problème, ce qui donnait une certaine systématicité à leur action. Tandis que du côté des forces armées zaïroises, elles se sont livrées à ce à quoi elles sont habituées à se livrer depuis toujours, c'est-à-dire le pillage et le massacre, les rapines, les viols, etc. Vous croyez qu'on va vers une solution pour régler ce fameux problème de l'impunité ? Cela dépendra... Parce que vous citez des noms aussi de responsables militaires congolais et rwandais. On cite des noms parce que ce sont des noms qui, dans l'enquête que nous avons faite, sont revenus à plusieurs reprises. Et nous estimons que nous serons plus efficaces en citant des noms plutôt qu'en étant anonymes, comme c'est vrai que même les ONG ont l'habitude de l'être dans leurs rapports. Nous citons des noms de gens que nous ne considérons pas absolument comme responsables, mais sur lesquels pèsent des charges suffisantes pour que des enquêtes plus approfondies soient justifiées. Quand le gouvernement de Kinshasa demande aux ONG de partir, est-ce que vous pensez que c'est pour chasser des témoins éventuels? Pour la première fois, des massacres, des exécutions, des pillages en masse se sont déroulés entre octobre 96 et juin 97. Ces charniers sur Internet le prouvent. On a réussi à prouver par une enquête sur le terrain l'existence de massacres qui ont entraîné la mort de centaines de civils dans 3 villages qu'on estime représentatifs de l'ensemble de l'Est du Congo. Et dans ces 3 villages, vous avez trouvé quoi exactement? On a trouvé des fosses communes dans 3 villages et le long de la route qui menait à ces villages.
Qui sont les coupables? Les forces armées zaïroises, les anciennes forces armées rwandaises, mais surtout les troupes de Kabila. Les Américains aussi sont pointés du doigt par les militants de l'association Human Rights Watch. Les États-Unis, mais plus largement aussi la communauté internationale, n'ont pas agi avec assez de volonté pour faire en sorte que ces camps ne soient pas la cible d'attaques de l'armée rwandaise et qu'il n'y ait pas donc ces massacres non seulement de militaires, mais surtout de civils. Le rapport désigne plusieurs responsables de ces crimes contre l'humanité. L'association Human Rights Watch voudrait qu'ils soient interrogés. L'association humanitaire demande que l'enquête de l'ONU, interdite par Kabila, puisse être réalisée. Une suspension des aides internationales pourrait peut-être faire plier le nouveau président du Congo. Des massacres également en... Son adversaire Sassou Nguesso, l'aéroport et le palais présidentiel sont... Les petits en Swahili, ces enfants soldats, composent l'essentiel des 80 hommes de l'escorte militaire qui veillent à la sécurité des ministres et des journalistes venus de Kinshasa pour se rendre compte de la situation au Nord Kivu. Le trajet entre Goma et Rutshuru nous permet d'apprécier la beauté du paysage. Le parc national des Virunga est proche, mais depuis longtemps, les soldats ont remplacé les touristes. Et dans les villages, le déploiement des militaires impressionne, d'autant que tout semble calme. Au marché, baromètre économique, on trouve des bananes, du pain, des haricots, ainsi que les produits de première nécessité. Mais il ne faut pas trop se fier aux apparences. Il n'y a pas de la nourriture, c'est la famine. Puisqu'il y a eu d'abord la guerre, puis la sécheresse. Nous avons nouvellement planté, mais jusqu'à présent, on ne voit rien qui promet, puisqu'il y a toujours la sécheresse. Et au point de vue de la situation militaire, c'est calme? Au point de vue de la situation militaire... Au point de vue de la station des militaires, bon, ça va quand même. Pour ces villageois, le maître mot est prudence, d'autant que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui l'auront-ils encore demain. Cela explique sans doute que la délégation officielle ne recueille qu'un accueil indifférent, alors que l'Alliance contrôle la région depuis près d'un an. Par contre, c'est surtout de la peur qui se lit dans les regards de ces Hutus. Ils sont ici depuis plusieurs semaines. Ils ont quitté la brousse après des mois d'errance. Ils reçoivent aujourd'hui la visite d'une délégation officielle venue de Kinshasa. Est-ce que nous vous avons obligé de faire quelque chose que vous ne voulez pas? La réponse vient du bout des lèvres et malgré un dialogue sous forme de questions-réponses entre les autorités et ces anciens miliciens rwandais, difficile de savoir vraiment ce qu'ils pensent. Ils ont la promesse d'être renvoyés à l'intérieur du Congo où ils pourront, s'ils le veulent, s'intégrer. Mieux vaut ça qu'un retour au Rwanda. La visite guidée se termine, nous laissons ces hommes seuls face à leur destin. Pour nous, c'est le retour vers la capitale du Nord Kivu, la tête pleine d'images aux contours flous, comme la réalité que nous avons appréhendée pendant quelques heures à une 60aine de kilomètres de Goma. Une région qui semble aujourd'hui pacifiée, mais qui ne connaît toujours pas la paix. En Amérique latine, c'est la saison à l'inverse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu déjà des milliers de victimes. On ne sait plus très bien qui a l'avantage pour l'instant. Christian. Qui aurait justifié cette arrestation. De plus en plus d'ailleurs, le dollar américain remplace le Zaïre et cela jusque dans les caisses des grands magasins. Mais la monnaie congolaise, c'est pour bientôt, d'où la présence en Belgique ces jours derniers du gouverneur de la Banque nationale congolaise, Masungu Mulongo, venu demander à son collègue belge une assistance technique pour assainir la situation actuelle. Ça veut dire vivre de ses moyens, ça veut dire rétablir le système bancaire et une certaine intermédiation, parce que comme vous le savez, les banques ont été mis hors circuit, parce que la plupart de l'argent de l'économie circule hors banque plutôt que dans le circuit bancaire. Alors à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle Wall Street, où on peut faire tous les échanges qu'on veut, en noir en quelque sorte. Est-ce que vous allez supprimer ça? Wall Street ne pourra pas être supprimé par un décret. Donc Wall Street sera supprimé de par soi-même au fur et à mesure que les Congolais se rendront compte qu'ils ont une monnaie qui est saine, qui est forte et qui est convertible et qu'on peut la convertir librement dans un système bancaire.
ils n'auront pas besoin d'aller sur Wall Street pour échanger les petites devises qu'ils ont pour les besoins de leur économie. Le Congo, dont l'économie est exsangue, ne peut soutenir seul sa monnaie. Il attend dès lors une aide étrangère et surtout celle de la Belgique. Le rapprochement avec la Belgique est de plus en plus souhaité, même par le président Kabila, qui vient de le réaffirmer sans embâche dans une interview au journal Le Soir. Nous avons des liens historiques qui datent de très longtemps. Nous avons beaucoup de sympathie envers la Belgique et nous sommes tout à fait sûrs que la Belgique a les mêmes sentiments envers nous. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas oublier que quand même si la Belgique se retrouve dans l'Union européenne, c'est la Belgique qui connaît le mieux le Congo. C'est la Belgique qui peut conseiller les autres partenaires d'une reprise économique, financière et monétaire véritable. Si on devrait évoquer certains thèmes qui sont délicats dans ce pays, comme la démocratie ou les droits de l'homme. L'une des rares différences d'appréciation au sein même de la délégation belge sur le poids politique de l'espace francophone. À Hanoï, notre envoyé spécial, Bernard Leplat. On le constate dans les rues de Hanoï, le sens des affaires et de la débrouille est inné chez les Vietnamiens. La relative ouverture du pays vers l'extérieur entraîne... Parvenu à imposer la candidature de Boutros Ghali à la tête de l'agence de la francophonie, la décision de la République démocratique du Congo de quitter cette institution ressemble fort à un camouflet à l'égard de la politique française. Le fait de ne pas aller à Hanoï a été une décision politique. En effet, nous pensons que notre politique à l'égard de ce genre de structure est à revoir. Donc, je pense bien que c'est une décision politique. C'est-à-dire que vous allez rejoindre le bloc anglophone? Je pense que justement, cette manière de voir les choses, anglophone, francophone, etc., est inadaptée dans le cadre des relations qui doivent exister entre les pays. Ça suscite souvent des conflits inutiles et qu'il faut changer d'approche. Il faut qu'il y ait une restructuration, une nouvelle orientation, un ajustement des rapports entre l'Afrique et les pays européens en général, et plus particulièrement avec la France, qui semble prolonger une politique du type néocolonial. Avec ses 30 millions d'habitants, le Congo-Kinshasa est le deuxième pays francophone au monde. Son départ de l'agence de la francophonie porte un coup sérieux à cette institution qui, à peine portée sur les fonds baptismaux, doit déjà faire face à sa première crise politique. Le cinéma a porté du matériel destiné à fabriquer des cocktails Molotov. Alain Raviard. Face à d'importants problèmes internes. Philippe Lamère. Vous parlez portugais? Oui. Vous venez de l'Angola? Oui. What do you speak for language? Dès l'arrivée des hommes de l'Alliance dans Kinshasa, le 17 mai dernier, on s'est rendu compte que les troupes de Laurent Kabila étaient composées de soldats de différentes nationalités. 6 mois plus tard, le commandement de l'armée ne semble pas encore unifié. Les soldats venant des différentes régions du Congo ou de l'étranger n'obéissent qu'aux ordres de leur chef direct. Rien qu'à Kinshasa, on compterait entre 4 à 5 commandements différents. Et comme dans l'armée de l'Alliance, il n'y a officiellement pas de grade, la hiérarchie militaire reste un mystère. Rares sont les chefs connus, comme le commandant Mounene, vice-ministre de l'Intérieur. En revanche, nous n'avons pas d'image du commandant Massassou, un des membres fondateurs de l'Alliance et conseiller personnel du président Kabila, qui vient d'être arrêté cette nuit. Depuis quelque temps, on parle de la dégradation des rapports entre le commandant Massassou et le chef de l'État. Il aurait, selon ses proches, exprimé son mécontentement sur la conduite des affaires de l'État. Le commandant Massassou ne se trouve pas dans la nouvelle structure de l'Alliance. Son arrestation, ce serait peut-être pour empêcher un coup d'État? C'est ce que les gens disent. Ce que les gens disent, mais on ne dispose pas d'éléments pour le moment pour corroborer ces rumeurs. Ce mercredi, Kinshasa est calme, comme indifférente à ce qui semble être une lutte de pouvoir au sein de l'équipe dirigeante. Et c'est dans ce contexte que le responsable de la mission d'enquête de l'ONU sur les présumés massacres commis dans l'ex-Zaïre a appris que son équipe pourrait dès ce jeudi se déplacer et travailler librement à travers tout le pays.
Cela devrait les changer des journées passées à attendre dans un hôtel le feu vert des autorités congolaises. En Afrique du Sud, la commission Vérité et Réconciliation a entendu aujourd'hui de nouveaux commandant en chef, Massassou, tenu pour s'être opposé aux proches du président Kabila. Philippe Lamère. Que se passe-t-il exactement à Kinshasa? Difficile à dire, mais depuis 2 jours, on signale des accrochages entre militaires de factions rivales. La nuit dernière, dans le camp de Kogolo, une fusillade entre policiers congolais et soldats rwandais aurait fait une dizaine de morts. Et ce vendredi après-midi, dans le quartier de la Gombe, des tirs ont repris. Il y a 6 morts. Vers 13h, on était au bureau, c'est à 5 minutes de mon bureau, et on a entendu des coups de feu, beaucoup de coups de feu, et c'était à la primature, c'est-à-dire à la présidence, au bureau du président. Et on nous a dit que ce sont des indisciplinés qui voulaient se révolter, et on ne sait pas le pourquoi. Peut-être c'est dû à l'arrestation du commandant Massassou, on ne sait pas très bien. On a posé des questions, mais on nous dit rien, mais on suppose que c'est ça. Vous avez peur? Ah oui, très peur, toute la vie. D'ailleurs, il y a eu des magasins fermés. On voulait sortir du bureau, mais il y a eu des militaires qui sont venus pour nous dire de ne pas sortir. Maintenant, la ville est un peu plus calme, il y a des patrouilles, mais on ne sait pas trop bien ce qui va se passer. Vous craignez le pire? Non, je ne pense pas. Je crois qu'ils ne s'entendent pas très bien, la police, les militaires. Bon, il y a des Congolais, il y a des Rwandais, mais on ne sait pas trop bien, on ne sait pas bien. Alors, ces accrochages, simples mutineries ou début d'insurrection, les heures qui viennent devraient apporter une réponse à ces interrogations. Europe, les 15 présidents du Congo parlent d'une campagne de dénigrement alors qu'il essaie de rassembler des moyens financiers pour reconstruire son pays. Philippe Lamère. L'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila a soulevé beaucoup d'espoir parmi les Aïrois devenus aujourd'hui Congolais. Mais malgré la promesse d'élections libres dans 2 ans, le manque d'ouverture du gouvernement vers d'autres formations politiques ainsi que l'interdiction des partis ont jeté un doute sur les volontés démocratiques du nouvel homme fort du Congo. Un malaise renforcé par des rapports inquiétants d'Amnesty International et de l'association Human Rights Watch. Des rapports qui mettent en évidence le non-respect par Kinshasa des droits de l'homme et qui exhortent les participants à la conférence de Bruxelles de conditionner leur aide à une ouverture démocratique du régime congolais. Des accusations rejetées par Kinshasa qui protestent, je cite, contre une campagne de dénigrement orchestrée depuis Paris. Et c'est dans ce contexte que ce mercredi à Bruxelles, un collectif d'une 15aine de partis congolais présentait au-delà de leur sensibilité propre une plateforme commune qui dénonce le régime actuel au Congo-Kinshasa. Nous sommes dans le même combat. Hier, nous avons combattu le système Mobutu. Aujourd'hui, nous combattons le système Kabila pour que puisse établir dans notre pays la démocratie. Nous disons ceci. Il faut que les choses se fassent sérieusement. Il faut que les choses se fassent dans la transparence. C'est-à-dire que nous voulons aujourd'hui un cadre juridique qui sera accepté par l'immense majorité de la population congolaise, un gouvernement représentatif autant sur le plan régional que sur le plan de courant de pensée dans le pays, déterminer ensemble la période de transition et un calendrier à déterminer également ensemble pour que nous puissions avoir des élections libres, transparentes et démocratiques. Ce n'est qu'après ça que nous pourrons parler de reconstruction de notre pays. Alors la pression extérieure sera-t-elle suffisante pour obliger le régime à lâcher du lest? Peut-être, mais en 6 mois de pouvoir, le président Kabila jusqu'ici n'a fait que de rares concessions. L'ombre de la printemps. Un état des lieux du pays, un pays ruiné par 32 années de pouvoir du maréchal Mobutu. L'éducation est en profonde crise, la majeure partie des Congolais n'ont pas accès aux services de santé. Plus de 90% de la population n'a pas l'électricité. Le réseau routier et ferroviaire est dans un triste état, les poids lourds mettent 1 à 2 semaines pour parcourir 300 km. Côté économique, la situation n'est pas meilleure, la quasi-totalité des banques est en faillite. Les besoins se chiffrent à 1,29 milliard de dollars. Ils sont dans tous les secteurs. Dans ce plan d'urgence, nous avons pensé que les infrastructures sont une des priorités, l'agriculture, la santé. Mais avant tout ça, il y a la paix, la sécurité et la stabilité. La Banque mondiale est à l'initiative de cette conférence. Elle a créé un fonds auquel la Belgique adhère. On propose 3 choses. D'utiliser ce fonds donc pour le paiement des salaires des fonctionnaires dans le domaine de la santé et de l'enseignement,
pour du matériel didactique pour les écoles, dans le cadre de l'enseignement, et 3, disons, pour des petits projets, des micro-projets, mais qui peuvent générer beaucoup d'emplois. La conférence a permis avant tout d'évaluer les besoins. L'aide financière servira pour le moment à permettre au Congo de sortir du chaos économique actuel. 120. Ils ont décidé de débloquer un chèque de 3 milliards. Philippe Lamère, explication. Devant les experts des institutions financières internationales et les représentants des pays donateurs, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo a défendu ce jeudi son plan de relance de l'économie. Être crédible, décrisper la situation, un exercice périlleux d'autant qu'en toile de fond se pose la question du respect des droits de l'homme, mais l'examen semble avoir été réussi. Comment rentrez-vous à Kinshasa? Je rentre très satisfait que tout est maintenant ouvert pour un engagement de la communauté internationale aux efforts de reconstruire notre pays. Et je crois que la communauté internationale joue franc jeu, nous allons jouer franc jeu et de bonnes choses vont. Pourtant, ce n'est pas un chèque en blanc que le ministre congolais emporte à Kinshasa, mais la promesse de la création d'un fonds d'aide destiné à financer la reconstruction du Congo, mais ni la somme ni le calendrier de la distribution de ces subsides n'ont encore été fixés. Lors de la conférence de presse, on a appris aussi que des structures techniques seront mises en place, mais que toute aide est soumise à certaines conditions, entre autres dans le domaine du respect des droits de l'homme. Une nouvelle réunion est prévue dans 6 mois. Quant à la Belgique, elle a décidé de débloquer pour l'année prochaine 650 millions de francs. Il y a donc des conditions à remplir. Ça veut dire que nous voulons mettre d'un côté de l'argent sur la table dans une coopération bilatérale avec le Congolais dans certains domaines, mais en même temps, on va évaluer aussi avec les Congolais, disons, le respect pour les droits de l'homme et l'évolution, etc., de la démocratisation. En marge de la réunion, les responsables de la Banque mondiale ont reçu une délégation d'opposants congolais. Ce n'était pas prévu au programme, un signe peut-être que la communauté internationale se veut aussi sensible au devenir politique. Sur 700 demandeurs d'asile de leur communauté de Liège, 300